Bonjour, Madame et Monsieur. Je voulais vous remercier à toute l'organisation pour votre invitation au congrès. Moi, je suis Dr Lynn, je suis gynécologue et spécialiste en PMA et je travaille à Gynéfiv, Barcelone. Aujourd'hui, on va parler des fausses couches et fausses couches à répétition. Je vous présente ici le contenu de ma présentation. On va parler tout d'abord de la définition de la fausse couche, des fausses couches à répétition. On va parler du taux de fausses couches par âge, des causes de fausses couches, de la prévention des fausses couches avec la vitrification ovocytaire. Quand la vitrification ovocytaire n'est plus possible, je propose le PGTA pour réduire le taux de fausses couches. Et finalement, on va parler un petit peu du traitement de thrombophilie et des traitements des anomalies utérines. Et je vais vous présenter aussi les dernières recommandations de la guideline de l'ESRE, mise à jour en 2022. Qu'est-ce que c'est la fausse couche? C'est la perte gestationnelle avant la viabilité fœtale, avant 24 semaines de grossesse. Si on veut concréter le moment de fausse couche, on peut diviser la fausse couche par perte gestationnelle précoce, perte de grossesse au premier trimestre ou perte de grossesse au deuxième trimestre. Il est présent dans 5 à 10% des gestations. 2 tiers se produisent pendant la période préimplantatoire. Il est moins fréquent après l'apparition du battement cardiaque. Et les grossesses extra-utérines et molaires ne doivent pas être incluses. L'ESRE nous dit que le terme avortement spontané, avortement biochimique ou œuf clair sont ambigus et doivent être évités. Quels sont les facteurs de risque d'avoir une fausse couche? L'âge maternel trop jeune ou à partir de 35 ans, l'âge paternel à partir de 45 ans, la maigreur extrême ou l'obésité, la race noire, avoir des antécédents des fausses couches, l'hygiène de vie, bien sûr, l'alcool, le tabac, d'autres drogues, le stress, travailler de nuit, l'exposition aux pesticides et la pollution. Et bon, les fausses couches ont de conséquences très sévères, pas seulement à un niveau physique, mais je crois que plus important d'un niveau psychologique, parce que pour la plupart des femmes et leurs partenaires, la perte d'une grossesse représente la perte d'un bébé et des espoirs et projets investis dans cet enfant. Les sentiments de perte fréquents après une seule perte gestationnelle peuvent s'intensifier en cas de perte répétée, tout comme le sentiment d'échec personnel. Certaines pertes peuvent peser plus lourdes que d'autres, indépendamment de la gestation ou de l'ordre de grossesse. Mais toutefois, il convient de noter que même une seule perte de la grossesse peut avoir un impact psychologique important sur les femmes et leurs partenaires. Et qu'est-ce que c'est la définition de fausse couche à répétition? Donc, on comprend par fausse couche à répétition avoir 2 ou plus de 2 fausses couches consécutives ou pas, avant 24 semaines de grossesse. La CRM ainsi que l'ESRE sont d'accord avec ces définitions et cette condition affecte à 1 à 2% de couples. Une étude rétrospective a montré que la répartition des facteurs associés dans le couple ayant suivi 2 ou 3 pertes de grossesse ou plus est la même. Et bon, les fausses couches sont des marqueurs sentinelles de pathologies obstétriques. C'est pour ça que c'est important, parce qu'ils sont marqueurs de prématurité, de restriction de la croissance fœtale, d'écoulement du placenta ou mort fœtale dans la grossesse suivante. Et c'est aussi un prédicteur de problèmes de santé à long terme, comme des maladies cardiovasculaires ou des thrombobolies veineuses. Et ça comporte un coût aussi à niveau économique. Au Royaume-Uni, le coût économique est évalué à 47 millions de livres par an. Quels sont les taux de fausses couches?
Ici, je veux vous montrer le taux de fausses couches dans les cycles de fécondation in vitro par âge, selon le registre de la Société espagnole de fertilité de 2020. Pour les femmes de moins de 35 ans, c'est de 15%. C'est de 15%. Pour les femmes de 35 à 39 ans, c'est de 23,9%. Et pour les femmes de plus de 40 ans, c'est de 41%. Et voici les taux de fausses couches de notre clinique en général dans la période de 2020 à 2022. Ils sont similaires à ce que nous avons vu avant, sauf pour les groupes de plus de 39 ans, qui est plus bas. On verra pourquoi plus tard. Et quelles sont les causes des fausses couches? Bon, la plupart des fausses couches, on dirait 65 à 70% des causes, sont dues à des problèmes chromosomiques. Après, 10 à 15% sont dus à des facteurs utérins, congénitales ou acquises. 10 à 15% sont dus à des facteurs immunologiques, comme le syndrome antiphospholipide. Il y a une petite partie qui sont dus à des facteurs externes, comme le tabac, l'alcool, les médicaments, le surpoids, les maigreurs, des altérations de la thyroïde, etc. On va parler un petit peu plus en détail de la cause principale des fausses couches, qui est la cause chromosomique. Comme vous voyez sur ces graphiques, plus l'âge de la femme augmente, moins elles ont des probabilités de grossesse, et plus la probabilité de fausses couches augmente. La diminution de la quantité d'ovocytes est aussi liée à une diminution de leur qualité. L'augmentation de l'âge de la femme affecte la capacité de l'embryon et l'ovocyte à cause de multiples défauts au niveau de la production de l'énergie, de la régulation du métabolisme, de l'épigénétique, des checkpoints des cellules et des altérations au niveau de la ségrégation de la méiose. L'âge peut altérer la ségrégation des chromosomes dans la méiose et par conséquent augmente le taux d'aneuploïdie. De plus, l'instabilité du DNA mitochondrial peut résulter en la réduction de la capacité de l'ovocyte. Cela implique la réduction de la capacité fertile, l'augmentation du taux de fausses couches, l'augmentation du taux d'aneuploïdie et l'augmentation du taux d'enfants nés avec des anomalies chromosomiques. Comme on a vu, la plupart des fausses couches sont dues à des aneuploïdies embryonnaires. Comme vous le voyez ici, le pourcentage d'embryons euploïdes diminue avec l'âge pour atteindre 11% pour les femmes de plus de 42 ans. Par conséquent, moi personnellement, je crois que le meilleur traitement pour éviter des fausses couches par cause chromosomique, c'est la prévention, entre guillemets. Et qu'est-ce que j'entends par prévention? Ce sera avoir des enfants avant de 37 ans, idéalement, où ce n'est pas possible, vitrifier des ovocytes. Legeray nous recommande aussi que les femmes doivent être informées, avec tact toujours, que le risque de perte gestationnelle est le plus faible chez les femmes âgées entre 20 à 35 ans et que le risque de perte gestationnelle de grossesse augmente rapidement après l'âge de 40 ans. Comme vous le voyez sur cette carte, l'âge moyen du premier enfant en Europe était de 29,4 ans en 2019. En Espagne, c'était le plus élevé, de 31 ans. Et en France, c'est l'un des plus bas de l'Europe de l'Ouest, avec 28 ans. Voici l'évolution de l'âge moyen du premier enfant en Espagne de 1995 à 1975 à 2012. Vous pouvez voir qu'il a augmenté progressivement et la tendance est à la hausse. Et de l'autre côté, le nombre moyen d'enfants par femme a diminué. Pour éviter la plupart des fausses couches, dans un monde idéal, comme je dis avant, nous devrions avoir des enfants jeunes. Mais heureusement, aujourd'hui, nous, les femmes, nous sommes plus libres de décider quand on veut avoir des enfants. Ou si on veut donner la priorité à notre carrière, notre vie professionnelle, ou d'autres choses, voyager, je ne sais pas.
Mais c'est important de connaître les conséquences d'une maternité tardive, parmi lesquelles on trouve la stérilité et l'infertilité. Plus de risques de fausse couche et chromosomopathie, en plus de problèmes liés à une grossesse en âge avancé, aussi bien au niveau social qu'à son niveau santé. L'étoffe est cruciale pour le nombre d'ovocytes et leur qualité. Par conséquent, nous devons essayer d'arrêter l'étoffe. Et pour cela, on a la vitrification ovocytaire. Mais le résultat dépend directement de l'âge auquel les ovocytes ont été vitrifiés. Qui plus est, si avant 35 ans, il n'y a pas de prévision de grossesse, il est recommandé de vitrifier parce que le résultat de la vitrification sont plus faibles après. Comme vous pouvez voir dans cette étude de Cobo, le taux de survie à la décongélation diminue en fonction de l'augmentation de l'âge, ainsi que le taux de grossesse et de grossesse évolutive. Cette étude réalisée, et quoi faire quand on ne peut plus vitrifier ou si la patiente veut faire une FIV? Je propose le PGTA pour réduire le taux de fausse couche. Cette étude réalisée aux États-Unis est la première qui compare les résultats obtenus des patients avec des fausses couches à répétition avec un transfert d'embryons congelés avec ou sans PGTA. L'utilisation du PGTA pour le transfert d'embryons congelés a été associée de manière statistiquement significative avec des taux supérieurs de naissance vivante et de grossesse clinique. De plus, le taux de fausse couche a été clairement inférieur dans le groupe de PGTA. La limitation de cette étude était que c'était une étude rétrospective. À part de ça, l'odds ratio ajusté a été statistiquement supérieur pour le taux de naissance vivante et le taux de grossesse clinique pour les patients qui faisaient le PGTA, par opposition à celles qui ne le faisaient pas, dans tout le groupe d'âge et surtout pour le groupe de plus de 42 ans. C'est une étude pilote prospective multicentrique qui a été menée de janvier 2017 à juin 2018. Au total, 171 patientes ont été recrutées pour l'étude. Un groupe de fausses couches à répétition comprenant 41 et 38 patients traités respectivement avec et sans PGTA, et un groupe d'échecs d'implantation répétitive comprenant 42 et 50 patients traités respectivement aussi avec ou sans PGTA. Au moins 10 femmes de chaque groupe d'âge ont été sélectionnées pour le groupe de PGTA. Les résultats ont montré que le taux de naissance vivante et le taux de grossesse clinique par transfert étaient significativement plus élevés dans le groupe PGTA que dans le groupe non PGTA. 52% versus 21%. Il n'y a pas eu de différence dans le taux de naissance vivante par patiente entre le groupe PGTA et le groupe non PGTA. Et il n'y avait pas non plus de différence dans le taux de fausse couche par grossesse clinique. Mais la PGTA a réduit le taux de perte de grossesse biochimique de manière statistiquement significative, 12 versus 45%. Le taux de perte gestationnelle totale de grossesse par patiente, qui comprenait à la fois les fausses couches cliniques et les pertes biochimiques, était significativement plus faible dans le groupe PGTA que dans le groupe non PGTA. L'une des limitations de cette étude était que la taille de l'échantillon était trop petite pour trouver des avantages. Et qu'est-ce que nous dit l'HRE? L'HRE nous dit qu'il n'y a pas encore d'évidence clinique scientifique suffisante pour recommander systématiquement les PGTA et qu'il faut informer des avantages et désavantages du PGTA. Bon, si vous vous rappelez, le graphique précédent, ce sont les taux de fausse couche selon l'âge après une FIV à notre clinique. Et pour quelle raison est-ce qu'on a un pourcentage plus bas que la moyenne espagnole à partir de 39 ans? Donc, probablement parce qu'on applique correctement le test génétique préimplantatoire, le PGTA. Dans ces graphiques-ci,
Nous avons analysé le taux de fausses couches par sous-groupe. Les patients qui font des PGT1, et celles qui ne le font pas. Dans le groupe d'âge de plus de 39 ans, il y a une nette diminution du taux de fausses couches chez les patients qui font des PGT1. Ça veut dire que ce sont les patients pour lesquels c'est le plus utile. Donc les PGT1, c'est une bonne stratégie pour prévenir le taux de fausses couches. Bon, on va parler maintenant du traitement des thrombophilies. Pour faire un petit peu d'introduction, je vous présente cette diapo avec la classification des thrombophilies. On a les thrombophilies héréditaires, qui sont la mutation du facteur 5 Leiden, la mutation du gène de la prothrombine, le déficit d'antithrombine des protéines C et des protéines S. Et de l'autre côté, on a les acquises, qui sont en fait le syndrome antiphospholipide. Seulement, on verra plus tard, mais seulement les acquises affectent la fertilité ou la grossesse. Pour les femmes avec des fausses couches, qu'est-ce qu'il nous dit l'ASR, non? Pour le dépistage des thrombophilies. Pour les femmes avec des fausses couches à répétition, l'ASR nous suggère de ne pas procéder au dépistage de la thrombophilie héréditaire, sauf dans les cadres de la recherche ou chez les femmes présentant des facteurs de risque supplémentaires de thrombophilie. Par contre, il recommande le dépistage des anticorps antiphospholipides et de la bêta-glycoprotéine après un minimum de 2 pertes de grossesse. Je vous présente ici une méta-analyse qui contient des essais contrôlés, randomisés, qui comparent l'utilisation d'héparine de bas poids moléculaire versus la non-utilisation de celle-ci chez des femmes avec de la thrombophilie héréditaire et des antécédents de fausses couches tardives ou précoces, avant ou après les 10 semaines de grossesse. 8 essais et 483 patients ont répondu à ces critères et ils ont montré qu'il n'y a pas de différence significative pour le taux de naissance vivante avec l'utilisation d'héparine en comparaison avec la non-utilisation, ce qui suggère une absence de bénéfice de l'héparine pour prévenir les fausses couches à répétition chez les femmes avec une thrombophilie héréditaire. Voici une autre méta-analyse d'essais contrôlés randomisés qui a comparé l'utilisation d'héparine plus aspirine ou seulement d'aspirine chez des femmes enceintes avec des thrombophiles héréditaires. Il n'y avait pas non plus de différence pour les taux de naissance vivante et des autres résultats de grossesse avec la prise d'héparine plus aspirine. Ça, c'est une étude très récente publiée cette année. L'objectif de l'étude à LIFE2 est donc d'évaluer l'efficacité de l'héparine de bas poids moléculaire chez les femmes présentant une thrombophilie héréditaire et des fausses couches récurrentes. C'est une étude multicentrique. Les naissances d'un enfant vivant étaient le résultat principal. Donc, entre le 1er août 2012 et le 30 janvier 2021, plus de 10 000 femmes ont été évaluées pour l'éligibilité. 428 ont été enregistrées et finalement 326 ont conçu et ont été assignés au hasard 164 à l'héparine et 162 aux soins standards. 72% des femmes dans le groupe de l'héparine et 61% dans le groupe de soins standards ont eu de naissance vivante. Donc, il n'y a pas de différence significative. Donc, il ne conseille pas l'utilisation de l'héparine chez les femmes présentant des pertes de grossesse récurrentes et une thrombophilie héréditaire. Et par rapport aux thrombophilies acquises, aussi bien l'ACRM que l'ESHRE recommandent de prendre de l'aspirine faiblement dosée et de l'héparine dans le syndrome antiphospholipide. L'ESHRE, concrètement, recommande l'administration de 75 à 100 mg par jour, commençant avant la conception de la grossesse,
et de l'héparine de bas poids moléculaire à partir de tests de grossesse positifs. Et on va parler un petit peu des anomalies utérines. On a les anomalies utérines congénitales qui sont associées à entre 7 à 28% des fausses couches à répétition. Et cela inclut principalement l'utérus septum et de manière moins fréquente l'utérus arqué ou l'utérus bicorne. Et de l'autre côté, les anomalies utérines acquises qui sont liées à 5 à 15% des fausses couches à répétition. Cela inclut des fibromes sous-muqueux, des adhérences intra-utérines et des polypes endométriaux. En ce qui concerne les malformations congénitales, les consignes françaises et l'ACRM recommandent leur ablation, mais la société anglaise et l'européenne considèrent les preuves insuffisantes. Et en fait, il y a une étude internationale randomisée en cours pour comparer les résultats de l'ablation ou la non-ablation du septum utérine chez les patients avec des fausses couches à répétition. Et pour le reste des malformations congénitales ou les utérus dysmorphiques, il n'y a pas de preuves suffisantes en faveur de la métroplastie ou de la chirurgie. La plupart des recommandations des pratiques cliniques internationales indiquent qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour recommander la chirurgie dans les anomalies utérines acquises. Mais malgré les recommandations, la plupart des médecins décident d'enlever au moins les fibromes sous-muqueux et les adhérences. Et bon, c'est tout. Merci pour votre attention. Et je vous invite à nous visiter à Barcelone ou Madrid pour voir nos installations. Merci beaucoup.